Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es avec bienveillance, découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi. On y va ensemble. Bonjour et bienvenue à toi, cher émerveillé. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce deuxième podcast pour que je te donne les grands traits caractéristiques de l'hypersensibilité pour que tu puisses t'y retrouver un peu mieux. Parce que comme je te le disais dans le premier podcast, on a des degrés d'intensité différents en fonction de chacun de nous hypersensibles, des hypersensibilités un peu différentes, mais on a tous des traits caractéristiques de l'hypersensibilité de base et ensuite on a d'autres traits qui vont se retrouver chez certains et pas chez d'autres et inversement. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de te partager, ces traits caractéristiques de base et d'autres que tu auras ou que tu n'auras pas, mais qu'on retrouve très souvent chez l'hypersensible. Pour ce qui est des traits que l'on retrouve chez quasiment tous les hypersensibles, les voici. Pour moi, un des premiers traits caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est l'hyperesthésie. En fait, c'est une surefficience d'un ou plusieurs sens. La surefficience, c'est-à-dire que c'est une sensibilité accrue, en fait, c'est un fonctionnement nettement différent de la moyenne de la population, plus intense, plus profond, plus sensible en fait. C'est une sensibilité accrue d'un ou plusieurs de nos sens et qui génère en fait des perceptions beaucoup plus fortes que la normale. C'est ça l'hyperesthésie. Et chez l'hypersensible, c'est très net. C'est souvent plusieurs sens d'ailleurs qui sont hypersensibles, qui sont surefficients. Et notamment très souvent l'ouïe ou la vue. Chez moi, c'est les deux en l'occurrence, mais tous mes sens sont en hypersensibilité de toute façon quasiment tout le temps. Après, ceux-là sont vraiment surefficients, sont vraiment accrus, la vue et l'ouïe, mais tous mes sens sont accrus. Dès que je goûte quelque chose, dès que je sens quelque chose, et en fait, il y a ce qu'on appelle également une synesthésie des sens, c'est-à-dire un lien, une connexion entre les 5 sens, qui fait que quand vous rentrez dans une pièce, par exemple, tous vos sens vont être en alerte et vont se connecter entre eux. Vous allez sentir une odeur en même temps que vous allez voir un objet, en même temps que vous allez entendre une conversation. Et en fait, ils vont se connecter tous ensemble. Et c'est ce qui amène chez l'hypersensible aussi parfois de la fatigue, parce qu'il va y avoir cette hypersensibilité de tous nos sens, qui s'appelle donc, comme je vous disais, l'hyperesthésie. Ensuite, tu vas avoir notamment le trait empathique. Il y a une hyper-empathie chez l'hypersensible, c'est-à-dire que, alors ça j'y reviendrai dans d'autres podcasts, mais on a une connexion des neurones miroirs qui est au-dessus de la moyenne. Donc les neurones miroirs, ça amène beaucoup l'empathie justement. En fait, ça peut être, tu regardes quelqu'un faire quelque chose, quelqu'un qui danse par exemple, dans ton cerveau. Ton cerveau va reproduire les mouvements de danse mais dans ta tête et tu vas avoir l'impression de danser un peu mais dans ta tête. C'est schématisé, j'y reviendrai plus profondément mais là je te le fais rapidement. Et donc quand tu vois quelqu'un qui par exemple tu sens qu'il n'est pas bien, qu'il est malheureux, qu'il a envie de pleurer, tu peux capter, tes neurones miroirs sont plus présents en toi, donc tu captes plus fort ce que l'autre ressent et donc tu peux te mettre plus en connexion avec lui et faire comme si tu étais lui. Alors, si tu sais te protéger, ça va, tout va bien. Tu peux rester à faire comme si, sans pomper l'émotion de l'autre et sans te laisser non plus trop envahir. Et si tu ne sais pas t'en protéger, le problème, c'est que tu vas pomper énormément les énergies des autres et tu vas t'en rendre malade alors que tu étais peut-être bien au départ. Mais ça s'apprend par contre. Ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai appris et dont aujourd'hui, j'arrive à me protéger. Sauf encore avec des gens qui me sont extrêmement proches, avec vraiment les gens que j'aime profondément, qui sont mes proches. Mais sinon, en tant que psychologue, avec mes patients, je n'ai quasiment aucun souci. Ça m'arrive très très rarement de pomper une de leurs énergies, à m'en mettre mal moi-même et à revenir chez moi avec.
Non, je laisse tout là à mon cabinet et j'arrive à faire comme si j'ai une grande empathie pour eux. Et je peux ressentir 1000% leur peine, tout ce qu'ils ressentent. Mais par contre, je sais que ce n'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Et ça me permet de me protéger. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Donc ça, c'est 2 traits très caractéristiques. Ensuite, on a une grande intuition, mais qui va beaucoup justement avec le fait que nos sens sont très développés. Donc on capte beaucoup les énergies ainsi que notre empathie. Entre l'empathie, l'hyperempathie, l'hyperesthésie, forcément, comme tout ça est très très développé chez nous, ça nous amène des connexions neuronales beaucoup plus fortes et beaucoup plus rapides, qui fait qu'on peut comprendre les choses avant même qu'on nous les ait dit. Et le problème, c'est que quand on nous demande « mais comment tu sais ça ?», on ne peut pas l'expliquer. Parce que c'est d'abord passé par le filtre de nos sens, de notre corps. Et donc, c'est aller beaucoup plus rapidement dans notre compréhension. Mais on ne peut pas vraiment l'expliquer. C'est intuitif, en fait. C'est juste... Mais l'intuition, c'est que nos sens ont capté l'énergie sans les mots plus rapidement que les autres. Parce que dans notre cerveau, il y a une plus grande connexion neuronale. On a plus de connexion neuronale que les gens non hypersensibles. Et donc, ça nous amène cette forte intuition qui fait que beaucoup de personnes, d'ailleurs dans mon métier, les gens n'ont pas besoin de me dire comment ils vont. Je sais à peu près dans quel état ils seront pour l'entretien avant même qu'ils aient parlé. Je les vois dans la salle d'attente, ils se lèvent, ou je leur serre la main, je sais. Et j'ai pas besoin qu'ils parlent. Et d'ailleurs, quelquefois, je leur dis. Et je les vois au début, mais comment vous savez et tout. Je leur dis, je sais, je le sens. En fait, et c'est le mot que j'utilise tout le temps, en fait. D'ailleurs, c'est très intéressant. Je dis tout le temps, je le sens. Et ça va avec cette hyperesthésie, mes sens très développés. Je sens les choses, je vois les choses, je capte les choses, j'entends les choses avant même qu'elles soient prononcées, en fait. Et je suppose que tu es aussi comme ça. Donc ça, et on a donc les hyper-émotions, on ressent tout fois 1000, c'est-à-dire le mauvais comme le bon. Nos émotions sont démultipliées et ça, j'en dédierai un podcast entier sur ce sujet parce que c'est très 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 important chez nous. Et ce qui est génial et en même temps très compliqué à gérer parce qu'on a des moments de baisse de morale très violents, où on est quasiment dans un état dépressif, où on peut se mettre à pleurer d'un coup sans vraiment de raison apparente. Mais il faut savoir qu'il y en a toujours une en fait. Mais ça, j'y reviendrai vraiment. Même si on a l'impression qu'il n'y en a pas. Et on peut aussi ressentir les moments de joie, les petits bonheurs simples, la beauté des choses fois 1000 et presque venir aussi à en pleurer d'émerveillement, de beauté du monde, ou alors de bonheur, ou d'une petite attention qui nous touche, ou voilà, et de moments de fou rire, et tout ça on le vit mais très très fort aussi. Ça c'est la magnifique partie, le magnifique avantage de l'hypersensibilité. Et enfin, il y a la créativité. Un hypersensible est extrêmement créatif. Alors, quand on dit créativité, à chaque fois, je crois que j'ai à peu près la même réponse en face de moi, c'est « Ah mais non, mais moi je sais pas dessiner, ah mais je sais pas peindre, ah mais non, mais moi je suis pas du tout artiste. » Non. Pitié, ne me fais pas cette réflexion. Non, la créativité, ça ne se limite pas à savoir faire un joli dessin ou peindre. Non, la créativité, elle est partout. En fait, il faut savoir qu'on est tous des créatifs, mais tous, sans exception. Et ça, j'en suis mais sûre à 1000%, on est tous créatifs. Après, les hypersensibles sont plus créatifs que la moyenne. Et très souvent, les grands artistes, justement, sont des hypersensibles. Monet, voilà, typiquement était un hypersensible, par exemple. Mais la créativité, elle se retrouve partout. Dans le bricolage, dans le jardinage, dans le discours oral, dans les histoires, les contes, le dessin, en effet, la peinture, le collage, le découpage, la cuisine, le fait de réparer les choses, de toujours trouver ce qu'on appelle les MacGyver, par exemple. Je pense à ma maman
qui répare toujours, mais on sait jamais comment elle a fait, elle fait n'importe quoi, mais ça marche. Enfin, ce genre de choses. Et la créativité se retrouve également dans la communication. Par exemple, moi, c'est ça, je suis une créatrice et toute ma créativité quasiment s'exprime dans l'art de la communication, d'où mon métier de psychologue. Parce qu'en fait, c'est facile pour moi depuis que je suis enfant. J'ai un vrai don à l'oral. Et j'ai toujours eu des notes, mais excellentes à l'oral, notamment aussi dans la poésie. Enfin, je suis très bonne pour mettre des intonations, pour raconter des histoires. Je suis une vraie raconteuse d'histoires. J'adore même en inventer, que ce soit les raconter des histoires réelles ou les créer. Et en mimant, en mettant des tons, en le vivant. Et j'adore l'oral, je trouve ça, je trouve que c'est d'une facilité très amusante pour moi, c'est mon don en fait, et je crée notamment aussi dans mes thérapies, j'appelle ça de la co-création avec mon patient, où je co-crée dans ma communication des choses avec le patient. Et après, moi, la créativité qui me fait du bien, ça va être le dessin et l'écrit. Et où là, c'est moins facile pour moi, mais c'est plus justement quelque chose qui va me sortir un peu de ma zone de confort et où j'aime aller et travailler un peu dessus. Et après, j'ai découvert aussi un peu la cuisine, que j'aimais un peu ça. Bon, par exemple, je ne suis absolument pas créative dans le bricolage. Je suis absolument nullissime là-dedans, quoi. C'est... Merci bien. Ou alors, je ne sais pas retaper un meuble non plus. Enfin, c'est pas du tout, pour l'instant, mon domaine. Chacun a ses prédisposition pour de la créativité. Et c'est là-dessus dont je parle au niveau de la créativité débordante chez l'hypersensible. Mais en fait, au-delà de la créativité, c'est son imagination surtout qui est débordante. Et après, voilà, il est parfois freiné parce qu'il a peur de créer, et il a peur de ne pas être à la hauteur. L'hypersensible est très perfectionniste, donc finalement, il se freine beaucoup dans sa créativité alors qu'il pourrait l'exprimer énormément. Mais par contre, voilà, moi, j'ai toujours dit, s'il pouvait exister un métier où je serais une entreprise de boîte à idées, je serais millionnaire, voire milliardaire, parce que j'ai des idées à la seconde, à la millième de seconde, et j'en ai 50 000 par jour. Sauf que bien sûr, je n'en fais rien. Mais j'en ai la nuit, le jour. Et si des gens ont besoin d'idées, mais qui viennent me voir. Si je pouvais créer une boîte, une entreprise où j'offrirais des idées comme ça, les gens viendraient, voilà, j'ai un projet là-dessus. Oh bah voilà, c'est ça, bah tiens, j'ai ça. Putain, mais oh là là, je serais riche. Mais je ne crois pas trop que ça existe. Ou alors ça s'appelle la pub et c'est pas vraiment mon éthique. Bref, donc tu as sûrement une imagination débordante et tu as un potentiel de créativité en toi. Et tu es sûrement aussi sensible, très sensible à l'art en général. Voilà. Ça, ce sont vraiment les traits caractéristiques de base de l'hypersensible. Ensuite, on peut retrouver d'autres choses, comme une sensibilité à la critique. Ça peut te blesser profondément, la critique, parce que justement, tu n'as pas confiance en toi, tu ne te sens pas à la hauteur, et donc si on te critique, c'est que tu n'as pas été parfait, tu n'as pas été assez bien. Tu es sûrement quelqu'un d'authentique, d'honnête, et qui a besoin d'être dans des relations de confiance, parce que souvent, tu as dû mettre un masque social, je suppose, parce que tu étais un peu différent et donc tu as dû t'adapter à la société, sauf que ça te rend malheureux de ne pas pouvoir être toi. Donc tu es très bien dans des relations intimes où tu es avec des gens où tu te sens en confiance et où tu peux vraiment t'exprimer et être toi-même et être authentique, parce que c'est ça qui te fait le plus de bien, et dans la société, c'est très dur pour toi de devoir masquer et d'être moins authentique. Ah oui, il y a aussi dans les traits quand même très caractéristiques d'un hypersensible, c'est l'introspection. Tu es tout le temps à te remettre en question, à te questionner sur à quoi tu sers, quel est le sens de ton existence, comment tu peux te sentir utile, comment être utile, comment aider les autres, comment aider le monde. Et ça va être quelque chose d'important pour toi aussi. Et donc ça va te permettre aussi d'être quelqu'un qui peut être ouvert d'esprit et qui peut se remettre en question, et qui donc peut apprendre à se connaître très profondément. L'introspection est une part essentielle dans ta vie en général, et ça peut te permettre d'avoir de belles réflexions philosophiques, de belles réflexions profondes, existentielles, bon, parfois très douloureuses aussi, dans les moments de bas ça devient extrêmement pesant, mais si tu l'exploites de façon
d'une belle façon, ça peut être assez incroyable les réflexions que tu peux avoir. Tu ne supportes pas l'injustice et la souffrance en général, donc tu détestes faire souffrir et si jamais tu as fait souffrir quelqu'un, tu vas t'en rendre malade, malheureux ou que tu as l'impression d'avoir été maladroit, d'avoir été méchant, d'avoir une parole blessante et que tu n'as pas pu en reparler avec l'autre. Tant que tu n'auras pas discuté de ça avec l'autre, tu vas mouliner le truc, quoi. Tu peux t'en rendre malade, t'en faire des insomnies tellement tu vas te dire « Ah, mais j'aurais jamais dû dire ça, mais j'ai sûrement blessé, mais j'aurais pas dû dire de cette façon-là, j'ai dit ce mot-là, mais c'est pas bien. » Et tu vas ruminer le truc, mais ça va être horrible dans ta tête. Les écureuils fous qui vont pédaler, hein, encore, à fond. Et ça se trouve, l'autre, en fait, pas du tout été blessé par ça. Mais toi, tu aurais été blessé parce que tu aurais entendu, un sous-entendu, ou tu l'aurais pris plus fort, et donc tu te mets à la place de l'autre, tu projettes qu'il va souffrir, alors que parfois l'autre ne voit même plus de quoi tu parles quand tu lui en reparles. Ou te dit, ça va, j'ai oublié, quoi, enfin... Alors que toi, ça fait 2 semaines que t'en dors plus. Oh mon Dieu, le nombre de fois que ça m'est arrivé, ça. Bref, et donc, tu supportes pas donc tout ce qui est injustice, que ça soit pour toi ou dans le monde... tu ne supportes donc pas la souffrance, mais qu'elle soit humaine ou animale. Hein. Très souvent, les hypersensibles, assez régulièrement, sont des végétariens, des végétaliens ou sont investis dans les causes animales, même s'ils ne sont pas végétariens ou véganes, mais quand même sont impactés par la souffrance animale, ont une certaine éthique à ce niveau-là, vont acheter, s'ils mangent de la viande, des viandes... Voilà, des petits producteurs ou faire attention d'où proviennent la viande, etc. Et n'achètent souvent pas de fourrure, de ce genre de choses. Hein. Tu vas avoir une part de toi qui est en grande connexion avec la nature. Tu as besoin de te ressourcer dans la nature. C'est essentiel pour toi et tu l'oublies trop souvent d'ailleurs. Et quand tu te reconnectes, tu te dis mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt, hein. Je prends mon exemple. Parce que voilà, quand je sors pas assez souvent dans la nature et que j'y retourne, je me dis mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt alors que je sens le bénéfice que ça m'apporte. Et tu es très dans la contemplation de la nature également, dans la reconnaissance de la beauté du monde, de la beauté de la nature, mais de la beauté des choses en général, des petits détails, par exemple même dans des endroits parfois très laids, tu vas te sentir pas bien peut-être, mais tu vas essayer de trouver un petit détail qui est joli, tu vois, une petite plante qui aura réussi à pousser dans le béton ou des choses comme ça. Tu vas être très attentif aux détails. On est très attentif aux détails en tant qu'hypersensible et c'est aussi pour ça qu'on peut rapidement aussi être plus intuitif par rapport aux autres parce qu'on va voir des changements rapidement, on va voir des petits détails qui ont changé, on va plus être attentif au monde en général. Tu as très souvent peu confiance en toi, ce qui amène souvent du découragement, de la peur de l'inconnu, un besoin de contrôle, tu es déstabilisé par le jugement des autres, ça t'amène cette peur du jugement, tu es beaucoup dans la comparaison, tu ne te sens pas assez parfait, pas assez à la hauteur, et tu te sens facilement coupable. Tu as également besoin de moments de solitude, tu as du mal à jongler en général avec les besoins d'être avec les autres et d'être seul. C'est très compliqué parce qu'en même temps, on souffre quelquefois d'être très seul et en même temps, on ne supporte pas longtemps d'être beaucoup avec les autres, notamment dans les grands groupes. Si c'est avec quelqu'un de confiance que tu aimes, avec qui tu ne t'ennuies pas, parce que souvent, on s'ennuie avec les autres quand les conversations ne nous intéressent pas assez, mais que voilà, tu es en confiance avec quelqu'un, que tu peux être toi-même authentique, que l'autre ne t'oppresse pas, qu'il ne t'envahit pas trop, et que il est rassurant pour toi et aimant et que tu peux être toi-même, ça va, tu vas pouvoir rester longtemps avec cette personne, ça va aller et c'est d'ailleurs ce qu'il faut trouver dans ta vie de couple, sinon ce n'est pas vivable. Et il faut quelqu'un aussi qui puisse avoir des projets de vie communs avec toi. Mais c'est ça dont tu auras besoin et très souvent tu ne te sens pas bien dans les grands groupes, dans la foule, dans le monde. Tu en auras envie de temps en temps, très rarement, mais de temps en temps de t'y mêler, de te retrouver avec les autres, avec le monde, dans de la ville par exemple, mais tu vas être très vite, très très vite fatigué. Voire tu vas y aller et puis tu vas vouloir repartir direct. Ça peut arriver aussi, ou alors tu vas te dire 1 heure, ou alors il va faire qu'il y a
qu'il y a quelque chose qui va t'intéresser et que tu vas pouvoir y rester plusieurs heures, mais ça, c'est assez rare. Soit c'est parce que c'est un groupe où tu vas apprendre des choses, une conférence par exemple, et que ça va te palpiter, te passionner, donc tu vas pouvoir rester. Soit parce que c'est toi qui apprendras à un groupe, et donc tu te sens utile, donc pas de souci. Soit c'est un concert et tu arrives à gérer parce que tu adores le groupe de musique. Mais voilà, c'est vraiment dans des cas très particuliers. Sinon, on fatigue extrêmement rapidement. Et ça, pareil, je ferai un podcast entier pour t'expliquer pourquoi. Mais voilà, c'est une autre caractéristique possible. Et donc, tu as besoin de te retrouver régulièrement seul, souvent de préférence chez toi, dans ton endroit à toi, dans ton cocon, rassurant, un peu sacré, où tu as tes repères, tes marques et tu peux t'apaiser et être au calme. Et enfin, un des derniers que j'aimerais te donner avant d'arrêter là, c'est que tu as besoin de sens à ton existence et de t'accomplir. Quelque chose au niveau transcendantal. Si tu connais la pyramide de Maslow, les besoins de la pyramide de Maslow, tu as des besoins de base, de manger, de boire, de dormir, etc. Ensuite, un toit, quelque chose de sécure, de l'argent, une famille, de l'amour, blablabla. Et ça monte jusqu'au dernier besoin, qui est l'accomplissement de ton être, le côté transcendantal ou un peu spirituel, mais pas forcément religieux, mais quelque chose de je suis sur cette terre pour accomplir quelque chose, j'ai un message à diffuser, je sers et je dois être utile à ce monde en diffusant un message ou en étant dans un sens d'existence. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer quand tu es hypersensible, parce que quand tu n'arrives pas à te connecter à ton accomplissement, à ce pourquoi tu es là, et que tu as l'impression que tu ne t'accomplis pas et qu'il n'y a plus de sens dans ta vie, ça peut t'amener dans des moments de dépression, je dis bien le mot dépression, des moments au fond du trou qui peuvent être d'une violence mais terrible. Je sais absolument de quoi je parle. Et ces moments-là sont mais angoissants. Et là, pareil, je ferai un podcast si tu en as envie pour te donner des clés pour réussir à mieux les vivre, mieux les apprivoiser. Tu pourras absolument pas t'en débarrasser. Ça, je peux te dire que non. Je pense vraiment pas, je n'y crois quasiment pas, parce que je pense que c'est dans notre cerveau aussi, que tout ne se contrôle pas quand c'est physiologique. Par contre, je peux t'aider à mieux les vivre. Je peux te donner des clés pour réussir à que ça soit moins intense, moins fort, moins violent, et réussir peut-être à les gérer plus vite, à les apprivoiser et à surtout t'en sortir plus vite. Voilà. Bon, j'espère que je t'ai pas perdue parce que ça fait 25 minutes que je te parle. Donc j'espère que tu auras appris des choses et que ce podcast aura été intéressant pour toi. Moi en tout cas, je prends un réel plaisir à t'expliquer tout ça. C'est vraiment ma spécialité, ma passion, et on parle jamais mieux de ce qu'on sait, Et comme moi je le vis et que ça fait 2 ans que je potasse dessus, je commence à en avoir un petit stock de connaissances et d'expériences. Donc j'espère que ça t'apportera des éclairages, que ça t'apportera un peu de soutien, que ça te fera comprendre des choses, que ça va t'aider. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite de prendre bien soin de toi. Je te dis à un prochain rendez-vous sur mon Psycast, sur ces chroniques d'une psypersensible. Je te remercie du fond du cœur de ton écoute et comme d'habitude, n'oublie pas de t'émerveiller des simples choses. Je t'embrasse et je te dis à très vite. Ciao!